Bonsoir à tous mes chers amis. Donc premièrement, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence, mais également pour l'intérêt que vous portez au combat d'Africaine et de la Fondation Brigitte Bardot, et donc en définitive à la problématique que nous allons aborder ce soir. Donc je vous rassure, le discours ne sera pas très long, mais dans mon propos liminaire, je souhaiterais tout d'abord présenter l'association africaine, puisque certains d'entre vous n'étaient pas sur Grenoble l'année dernière lorsque j'ai présidé l'association dès sa création. Donc Africa, c'est un projet qui est simple et justifié. Notre objectif premier était donc de parler sur l'Afrique autrement, donc pour ainsi dire sortir des caricatures, sortir des injonctions. Notre profonde motivation est de donner la parole aux vrais acteurs qui travaillent tous les jours au développement global de ce continent. C'est-à-dire que nous ne critiquons pas justement l'imaginaire que va susciter l'Afrique, mais l'erreur justement de la voir uniquement sous un angle proposé. Notre attachement est réel, que ce soit au niveau de la culture, de l'histoire ou de la modernité du continent africain. C'est-à-dire que l'Afrique a aujourd'hui une certaine idée. Nous sommes une certaine idée. Notre idée n'est pas de défendre une idéologie, notre idée n'est pas de défendre une politique, mais notre idée justement est de combler un besoin de connaissance sur l'Afrique, afin de pouvoir justement amener nos auditeurs à adopter un regard optimiste et une attitude entreprenante vis-à-vis de ce continent. Je vais donc en venir au choix de la thématique de ce soir. Donc, ce choix est né suite à l'audition parlementaire réalisée par l'association cette année, dans le cadre du rapport sur la modernisation de l'aide publique au développement et de la solidarité internationale. Donc, notre président de la République souhaitait à l'époque une modernisation de notre politique partenariale, c'est-à-dire un renouveau qui sera tourné vers la jeunesse et notamment principalement vers la jeunesse africaine, axé sur 5 priorités dont le climat et la protection de l'environnement. Aujourd'hui, cette politique mobilise bien plus que les acteurs traditionnels du développement. On a une véritable articulation entre les acteurs privés et publics dont la Fondation fait partie. C'est pour cette raison que l'association africaine a décidé d'inviter Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, une fondation qui est fondamentalement vouée à la sauvegarde, aux soins, mais également à la réintroduction des animaux sauvages ou domestiques à travers le monde et en étroit partenariat justement avec les sociétés civiles locales. Donc je vous demande à tous d'applaudir notre invité Christophe Marie, à qui je vais désormais laisser la parole. Merci à l'association africaine et Amber pour l'invitation. Moi, je vais essayer de contredire en fait l'affiche qu'a fait Amber, que je trouve très négative, dans le sens où justement l'extinction, effectivement, c'est pas réparable une fois qu'il y a des espèces végétales ou animales qui ont disparu, mais le but justement c'est de montrer que sur le terrain, il y a des vraies volontés, des vraies initiatives qui sont prises pour éviter cette extinction et en tout cas lutter contre le braconnage et contre la disparition d'espèces. Encore une fois, végétales et animales, puisque là en l'occurrence c'est très lié, puisque c'est souvent une disparition de l'habitat des espèces. Alors pour revenir très brièvement sur la Fondation Brigitte Bardot, et pour ensuite aller plus directement sur la problématique des espèces en Afrique. La Fondation a été créée en 1986, mais bien avant ça, Brigitte Bardot avait mené des combats contre la maltraitance animale. On se souvient notamment en 1977 de l'action qui a été menée sur la banquise canadienne contre le massacre des phoques. Et à cette époque, elle avait rejoint les équipes de Greenpeace et Paul Watson. Paul Watson qui faisait partie de Greenpeace jusqu'à cette époque justement, c'est au moment où il s'est séparé qu'il a créé Sea Shepherd. Et c'est une organisation avec laquelle on est resté assez liés. Et là d'ailleurs il y a une photo du trimaran Brigitte Bardot qui fait partie de la flotte Sea Shepherd, avec lesquels on travaille sur des actions contre les massacres de globicéphales aux îles Féroé par exemple. J'avais participé à de missions là-bas, donc c'est des dauphins qui sont rabattus vers des criques pour être abattus. Et sinon, donc, au niveau de la fondation, il y a eu aussi des SOS, vous êtes trop jeune pour avoir vu ça, mais dans les années 89 à 92, il y avait des SOS animaux qui avaient été présentés. Le tout premier, en 1989, c'était justement SOS éléphant.
et qui a amené une réaction de la France à l'époque pour fermer le marché de l'ivoire pour les importations en France. Et très vite, il y a eu d'autres répercussions qui étaient liées à une mobilisation internationale pour classer les espèces d'éléphants à l'annexe 1 de la CITES, dont je parlerai tout à l'heure. Donc c'était en 1989 un vrai élan, une vraie mobilisation mondiale face au braconnage et à la disparition de l'éléphant d'Afrique. Sinon, le dernier SOS c'était SOS Grand Singe, et on connaît aussi tout le braconnage et les problèmes liés à ces animaux. Donc la fondation a été reconnue en 1992 et on travaille beaucoup sur les problématiques autres, plus nationales ou européennes, en ce qui concerne les conditions d'élevage, d'abattage, de transport des animaux. Et puis on récupère beaucoup d'animaux en souffrance, y compris des animaux de ferme. On a plus de 5000 animaux sauvés des abattoirs, notamment des bovins, toutes sortes d'animaux. Et là, pour ce qui est de l'international et des espèces sauvages, on travaille notamment avec l'association Kalawet en Asie, en l'occurrence en Indonésie, depuis pas mal d'années, et depuis plus récemment, on participe à la création d'une réserve à Bornéo. Bon, pour l'instant, c'est 200 hectares de forêts qui sont totalement préservées. C'est pour évidemment arrêter la déforestation et la mise en place panier pour l'huile de palme, ce qui entraîne bien évidemment la disparition des espèces, de la diversité végétale et donc de la disparition d'espèces animales. Donc on pense bien sûr aux orang-outans, mais il y a aussi plein d'autres espèces qui disparaissent. Donc ça c'est quelque chose qui est mis en place parce que, et ça je reviendrai dessus quand on en sera au niveau de l'Afrique, c'est la raison première avant même le braconnage, la disparition des espèces, c'est souvent lieu à la disparition de l'habitat où l'habitat est fragmenté, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une ville ou des champs qui sont exploités dans une zone où les animaux ne peuvent plus passer, peuvent plus difficilement se reproduire. Donc l'utilisation de l'habitat est la première raison de la disparition des espèces animales. Et là on voit aussi un ours, c'était une opération qu'on a mis en place avec une association autrichienne, Fierkoten, en Bulgarie pour mettre fin à l'exploitation des ours dansants. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait on avait fait simplement une dénonciation de l'exploitation des ours dansants dans ce pays, sachant que ce sont des animaux qui sont extrêmement maltraités. Et quand on est intervenu auprès des autorités pour leur dire qu'il faut faire cesser cette pratique, on nous a dit ok, faites-le, mais il faut qu'on puisse organiser l'accueil des animaux. Et pour nous c'est important parce que ça montre que tout est possible dès lors qu'il y a une volonté politique. Parce qu'en France, on se bat contre la corrida, contre également les montreurs d'ours, bon c'est pas les autres ensemble mais quand même, contre les cirques, contre la chasse à courre, et chaque fois on nous répond c'est la culture, c'est la tradition, il y a des mots qui en France empêchent toute possibilité d'évolution. Mais il y a des pays où justement les choses bougent, et là en Bulgarie, l'exploitation des ours dansants est interdite, et là en ce moment où on joue pas, tous ces ours, il y en a 25 dans le sanctuaire qu'on a créé avec Fierkoten, tous ces ours sont entrés en hibernation, ce qu'ils n'avaient bien évidemment jamais connu avant, parce que c'était des animaux qui étaient exploités en permanence. Donc c'est aussi une leçon, de se dire que quand on répare quelque chose, l'homme a un pouvoir de nuisance immense, mais quand on laisse la nature reprendre ses droits, eh bien, là en l'occurrence, les ours ont trouvé leur rythme naturel d'hibernation notamment. Alors, vaguement comme en France, pour vous dire qu'on organise aussi l'accueil d'animaux sauvages saisis, notamment saisis dans des cirques, parce que pour les cirques, il faut véritablement que la France se positionne comme d'autres États membres de l'Union européenne l'ont fait pour interdire l'exploitation d'animaux sauvages dans ces cirques. Donc on finance différents structures d'accueil, notamment Tonga Terre d'accueil, qui a été créé pour recueillir des primates et des félins issus de ces îles de cirque ou bien de laboratoires d'expérimentation. Et là en bas, vous avez les travaux d'Elephant Haven, c'est le premier sanctuaire pour éléphants dans le Limousin. Alors ça sera temporaire, c'est le temps d'organiser les saisies et essayer de trouver des lieux d'accueil plus adaptés. Et là c'est pour justement aussi mettre un terme à l'exploitation des ours, des éléphants dans les cirques.
Et quand je parlais de locataires d'accueil, l'association créée dans ce cadre-là, c'est en fait le nom d'un hippopotame qu'on avait saisi chez les Avatar et qui a pu être rapatrié. Donc il a été accueilli provisoirement près de Lyon, mais maintenant il se trouve en Afrique du Sud. On a fait le transfert de cet animal il y a 10 ans maintenant. Là, c'était plus récent, c'était en 2016. Et donc, c'est un animal qui vit dans des conditions, voilà, là aussi où la nature reprend ses droits et l'animal peut vivre sa vie d'hippopotame loin des cages. Et en Afrique du Sud, justement, le Sunwild, le sanctuaire où on a pu placer cet animal, là, vous avez aussi des lions qui sont issus des chasses en boîte. Donc, en Afrique du Sud, c'est assez courant. C'est des lions qui sont élevés pour être abattus par des chasseurs, Beaucoup dire, disons que c'est des espaces très, très restreints où les gens viennent se faire plaisir à tirer des lions et à repartir avec un trophée. Donc on a pu en récupérer quelques-uns et ils se retrouvent dans... Alors eux ne sont pas en totale liberté parce que ce sont des grands enclos, mais ça reste quand même des enclos, mais dans des conditions qui soient quand même plus adaptées aux besoins de ces animaux. Là c'était pareil. En fait, en 2016, quand on s'y est rendu, c'était une période d'extrême sécheresse. Et le problème de ces réserves, c'est qu'effectivement, les animaux, même si les réserves sont immenses, ça reste de l'enclos, malgré tout. Et en Afrique du Sud, c'est quand même un problème parce que c'est très fragmenté. Si vous visitez l'Afrique du Sud, c'est beaucoup de réserves privées où il y a une possibilité de protéger les animaux, mais là, quand il y a des cas de sécheresse terrible, les animaux peuvent pas, quand même, sont restreints à un territoire et donc il faut amener un apport, et on avait fait un apport en fourrage pour ces animaux. Alors là, pour revenir plus directement maintenant sur la problématique du braconnage, il faut être conscient de ce que représente le coût de ce braconnage, c'est-à-dire que c'est des sommes qui sont considérables, c'est considéré comme le 4e trafic mondial, donc après la drogue, contrefaçon et trafic d'êtres humains. Et évidemment, ça amène des convoitises. Et lorsque vous luttez contre le braconnage, il faut avoir les moyens humains en face pour pas qu'humains, enfin pas. Il y a des rangers, par exemple, notamment je pense au Gabon, je reviendrai plus tard, qui n'ont pas le droit d'être armés. Donc quand vous avez des groupes qui ont des kalachnikovs, vous n'allez pas les faire fuir avec un bâton. Donc, voilà, je suis à la caricature, hein, mais c'est ça, il y a un vrai déséquilibre dans ces différents pays. Et aussi, les braconniers profitent de l'instabilité de certains pays africains pour pouvoir agir, pas forcément en impunité, mais dans un pays qui est désorganisé et qui a du mal à intervenir pour la répression. Parce que la répression peut être quand même assez sévère, les condamnations. C'est une vraie guerre, il y a des morts de chaque côté. Chaque année, vous avez des rangers qui sont tués par des braconniers, puis à l'inverse, des braconniers qui sont tués par des rangers. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, le braconnage, il ne bénéficie pas aux Africains. Bon, il y a quelques États qui trouvent leur compte, mais globalement pas aux Africains. Et parce que le marché qui existe véritablement, c'est en Asie, si on parle de l'ivoire ou bien de la corne de rhinocéros, comme c'est indiqué ici. Le coût de la poudre équivaut à celui de la poudre de cocaïne. C'est la même valeur marchande. Donc effectivement, ça amène énormément d'abattage dans des conditions épouvantables pour justement alimenter le marché illégal en Asie de corne de rhinocéros ou d'ivoire toujours. Et malgré la baisse des populations, des effectifs de rhinocéros en Afrique du Sud, eh bien, le nombre a quand même augmenté d'abattage. Il se stabilise, mais il y a très peu maintenant de rhinocéros. Et ceux qui se trouvent tout à l'heure, je vous montrais une photo là, dans une réserve, et effectivement, on évite, on ne le communique pas parce qu'on ne doit pas identifier où se trouvent potentiellement des rhinocéros.
autant il y a les éléphants et autres, on le sait, mais les rhinocéros sont encore plus exposés que les éléphants dans le domaine du braconnage. Alors il y a un problème qui se pose quand même pour les éléphants, qui est énorme en ce qui concerne le taux de braconnage. Maintenant, le taux est tellement élevé d'éléphants braconnés qu'il ne répond pas au renouvellement naturel de l'espèce. Il y a un problème, un phénomène qui est très important également, c'est qu'une femelle, pour une femelle, la période de gestation est entre 20 et 22 mois. Donc c'est très lent comme cycle, et ce qui amène effectivement, dès que vous avez une femelle, enfin dès que vous avez un éléphant adulte qui est abattu, eh bien c'est une perte immense pour le groupe. Et en plus, vous avez dans les défenses maintenant qui sont saisies, des défenses qui sont de plus en plus petites. Il y a très peu maintenant d'adultes mâles âgés, il y en a quelques-uns mais très peu. On estime à 25 à peu près des grandes défenses comme il y avait il y a quelques années encore. Donc c'est très très peu et les éléphants sont de plus en plus jeunes. Donc encore une fois, sachant la gestation longue des femelles, ça met en péril les éléphants. Alors vous avez peut-être entendu, on a parlé il n'y a pas très longtemps, il y a eu des articles là-dessus, on trouve de plus en plus d'éléphants sans défense. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des éléphants qui spontanément, enfin naturellement, peuvent ne pas avoir de défense, et comme eux ne sont pas visés par les braconniers, c'est en fait au départ, je ne sais pas s'ils se sont adaptés à la menace, peut-être pas, parce que ça paraît très court au niveau du temps, mais en tout cas ce sont des éléphants qui au départ ont un manque, et comme eux ne sont pas visés, ben, finalement c'est ces espèces-là qui vont se reproduire plus facilement, et cette tare, à la base, si on peut dire, enfin, c'est comme une tare parce que finalement c'est un handicap pour eux pour creuser le sol, etc. Mais finalement, ça les sauve, mais ça fait que les éléphants maintenant sont de plus en plus nombreux à ne pas avoir de défense. Et ce qui à terme n'est pas forcément non plus terrible parce que dans leur rôle aussi dans la biodiversité, c'est des animaux qui sont un peu comme les chèvres chez nous, qui débroussaillent beaucoup et qui empêchent des incendies notamment. Et donc là, ils sont un peu réduits dans leur possibilité d'agir sans ces défenses. Alors la CITES, dont je vous ai parlé très brièvement tout à l'heure, c'est une convention qui a été créée en 1973 et qui est une convention sur le commerce des espèces en voie menacées d'extinction. Alors j'insiste beaucoup sur la convention sur le commerce, parce que souvent on se dit, bon, si l'espèce est classée à l'annexe 1, c'est-à-dire le taux de protection le plus haut, eh bien l'animal est protégé. Bon, il ne faut jamais perdre de vue que c'est dans l'optique du commerce. Donc on est dans une gestion des stocks, pour dire les choses telles qu'elles sont, des stocks durables. Le but, c'est de pouvoir continuer à vendre, commercialiser ces espèces à terme. C'est pas indirectement, maintenant, c'est devenu des conventions de protection, mais au départ, c'est pas ça. C'est comme la Commission baleinière internationale. Ce sont des pays chasseurs qui se sont réunis et qui se sont dit bon, nos stocks de baleines sont en train de disparaître, de réduire, il faut qu'on s'arrange entre nous pour pouvoir le chasser le plus longtemps possible, donc organiser les stocks. On est un peu dans cet esprit avec la CITES. Donc moi j'y participe depuis 2001, je crois, au Kenya, c'est la première où j'ai pu participer. Et chaque fois c'est des marches en tapis, c'est un truc énorme, mais c'est tu soutiens ma demande pour la vente de temps dentaire, je soutiens ton déplacement d'éléphants, c'est très choquant tout ça, mais finalement ça permet malgré tout aussi de maintenir des populations. Donc quand on parle des éléphants ont été, toutes les espèces, toutes les populations africaines ont été classées à l'annexe 1 en 1989, tout à l'heure ce que je vous indiquais, mais la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe ont déclassé leur population, puis l'Afrique du Sud. Donc vous avez 4 pays où l'éléphant n'est plus en annexe 1 mais en annexe 2, ce qui complique un petit peu la protection dans le sens où il y a eu des stocks d'ivoire qui ont été vendus en vente unique vers la Chine, mais qui permet quand même malgré tout de maintenir un commerce. Et à partir du moment où vous avez une porte qui est entrouverte, vous avez tout l'ivoire trafiqué qui s'y engouffre. Et après, au niveau des douanes, aller
faire la différence entre un ivoire chassé il y a 5 ans ou il y a 20 ans, c'est un peu compliqué. Et la prochaine réunion de la CITES, ça sera le fin mai au Sri Lanka, mais bon, a priori, il y a des difficultés au niveau de sur Colombo et on n'est pas sûr que ça soit maintenu à cette date, ça sera peut-être reporté ou déplacé parce qu'il y a une guerre civile visiblement en ce moment. Alors il y a un aspect qui est important et qui a amené aussi une réaction, et notamment de la France, je viendrai tout à l'heure, c'est le financement de groupes terroristes par justement le braconnage. Je vous laisse lire et ça me permet de voir. Alors pour Al-Shabaab, dont on parle ici, c'est sur la zone Somalie-Kenya où il y a eu beaucoup d'attentats. Et là, on a vraiment une traçabilité, une visibilité certaine sur le financement de ces groupes par le braconnage d'espèces sensibles, notamment on parle de l'or blanc pour l'ivoire, mais c'est véritablement ça, c'est la chasse et le commerce de l'ivoire vers l'Asie, qui rapporte énormément d'argent par ces groupes qui contrôlent ce braconnage. Et c'est ce qui a amené justement aussi, d'ailleurs, la France à réagir, c'était sous François Hollande. Il y a eu d'abord une mission qui a été confiée à Nicolas Hulot. Bon, celle-ci, il l'a menée à son terme. C'était de se rendre, il s'est rendu dans plusieurs pays africains pour faire un état des lieux sur le braconnage. Bon, il y a eu symboliquement une destruction de 3000 tonnes d'ivoire à Paris, de l'ivoire qui avait été saisi par les douanes. Ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans différents pays. Le Kenya, notamment, avait fait ça dès la fin des années 80. Alors, ça envoie un message fort au niveau des braconniers pour montrer que l'ivoire n'a plus de valeur. Après, d'autres se disent que c'est quand même un peu dommage parce que ça peut entraîner d'autres chasses pour récupérer autant d'ivoire. Mais bon, en tout cas, ça fait partie des communications des États pour dire on doit être intraitable avec les braconniers pour l'ivoire. Et la France donc a pris des dispositions, c'était en 2014 ou 2015, pour renforcer, c'était par la loi biodiversité qui peine avait été inscrite, et donc pour multiplier par 10 les peines sur l'ivoire braconné, par exemple, mais pas que l'ivoire, en fait, tout ce qui concerne les sanctions sur les trafics d'animaux ou produits issus d'animaux. Donc on est passé de 15 000 € à 150 000 € d'amende et lorsqu'une bande organisée peut être démantelée, en tout cas on peut préciser que c'est un vrai trafic, on passe de 150 000 à 750 000 € d'amende. Donc l'idée, encore une fois, c'est de dissuader par des peines beaucoup plus lourdes. Et puis indépendamment de ça, la France a soutenu aussi des programmes dans tout ce pays, donc, et qui étaient plus des initiatives d'ONG locales de lutte anti-braconnage. Alors il y a eu des moyens, notamment pour le Mozambique et le Gabon. Le Gabon, c'est un pays qui est assez stratégique parce qu'en fait, ça reste un pays globalement, je ne vais pas dire indemne, parce que, mais bon, il y a 13 parcs nationaux, il y a toujours eu du commerce, notamment parce qu'il y a des exploitations pas minières, mais pétrole et du bois, qui fait des grandes tranchées dans la forêt, qui permet notamment, il y a eu beaucoup de problèmes à l'époque de viande de brousse. Moi j'ai vécu il y a 30 ans, enfin vécu, j'ai fait mon armée pendant un peu plus d'1 an, il y a 30 ans là-bas. Et on voyait déjà tous ces petits singes qui étaient vendus comme viande de brousse. Au départ, la viande de brousse, ça peut se comprendre. Les gens qui sont dans la brousse n'ont pas d'autre accès, bon, ils se nourrissent, mais ça ne vient pas ça du tout. La viande de brousse, vous en trouvez dans des restaurants parisiens. Il y a eu le cas il y a pas très longtemps, d'espèces totalement protégées. Donc bon, faut se méfier de ça. Et le problème du Gabon maintenant, c'est que c'est devenu très, très attirant pour les braconniers parce qu'il y a une vraie richesse, une vraie grande biodiversité dans ce pays. Et du coup, les éléphants de forêt qui étaient peu visés
ciblés jusqu'à présent, parce qu'ils sont plus petits, les défenses sont plus petites, deviennent des cibles nouvelles. Et puis justement, je parlais il y a 30 ans, quand je m'y suis rendu, il y avait des hippopotames quand on allait vers l'Ambarédé. Maintenant, je suis retourné il y a 2-3 ans, il n'y a plus du tout d'hippopotames sur le fleuve. Alors, ce n'est pas forcément lié au braconnage, c'est plutôt lié à l'occupation des rives et donc la disparition, comme je le disais tout à l'heure, de l'habitat. Et dans ce pays, notamment, on travaille avec une association qui s'appelle Conservation Justice, qui fait un travail très dangereux, mais très intéressant, en rapport avec les autorités gabonaises. Eux